messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. 17 ans comme président d'une association, bien, il faut vraiment le faire. Alors, mon invité, lui, il l'a fait comme président de l'association Chasse et Pêche de La Sarre. Mesdames et messieurs, M. Paul-Émile Laliberté. Monsieur Laliberté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Laliberté, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde d'être 17 ans à la tête d'une association, comme vous, c'était les Chasse et Pêche. Moi, je me dis une chose. J'ai sorti trois principes, si vous voulez, qui fait que vous avez pu rester 17 ans et vous me direz si j'ai raison. Premièrement, c'est qu'il faut être un bon président. Je suis persuadé de ça. Il faut vouloir le faire aussi. Puis, il faut avoir la confiance des membres. Si-tu les trois mis ensemble, c'est à peu près ça? Il faut toujours avoir une bonne équipe en arrière de nous autres. Voilà aussi. Oui. Fait que les projets qu'on a, pour les réaliser, si on n'a pas une bonne équipe en arrière de nous autres, c'est impossible de le faire. Exactement. Fait que quand je dis là, dans mes trois données, là, c'est que il faut être bon, oui, puis il faut vouloir être président, parce que si on est poussé là, c'est sûr qu'on peut pas là, faire un travail. Il faut dire, regarde, moi je veux y aller parce que j'ai des choses à accomplir, puis je veux y aller. Puis, comme vous l'avez si bien dit, la confiance des membres, parce que c'est quand même une équipe. Oh oui, c'est une équipe. Puis vous aviez une bonne équipe avec vous? On a toujours eu une bonne équipe pour nous supporter puis des membres aussi, pour nous supporter dans les activités qu'on a faites, aussi bien comme dans les projets qu'on a fait. On a fait beaucoup de projets. Oui, exactement. On va en venir sur ça, Monsieur Laliberté. C'est que... Puis, il y a une chose aussi qu'il faut bien établir, c'est que il y avait beaucoup d'associations de chasse et pêche en Abitibi-Ouest, puis je pense qu'il en reste à peu près plus, sauf La Sarre, qui est toujours demeurée. D'après vous, c'est quoi qui s'est passé? Est-ce que c'était un désintéressement des membres? D'après moi, c'est un désintéressement des membres, puis les membres ne veulent pas prendre trop de responsabilités. C'est ça. Fait qu'il y en a toujours des groupes. Comme La Sarre, nous autres, on a une association assez en santé. Oui. Ça fait que les membres, à chaque année, tu sais, il y a un nouveau bureau de direction qui est nommé. Ça fait que les membres sont là pour appuyer puis sortir. Puis, sortir des nouvelles idées aussi. Parce que si on végète toujours, ben les gens, peut-être... viennent désabuser un peu, puis peut-être que les gens viennent... Bon, ben regarde, on parle toujours de la même chose, mais lorsque on a une association en santé, comme vous l'avez si bien dit, puis que les gens apportent des projets sur la table, là, ça intéresse beaucoup de monde. Ça intéresse beaucoup plus de monde, puis les directeurs sont motivés à essayer de le faire. Ça, par exemple, c'est une chose. Exact. Ça, c'est beaucoup. Puis appuyé par un bon président, bien aussi, c'est quand même très important. Moi, si je vous demandais, M. Laliberté, les plus beaux projets qui, sous votre gouvernement, mais je sais que là, on parle de vous comme étant président qui l'avait été pendant 17 ans, mais c'est sûr que vous m'aviez bien dit aussi que c'est quand même, c'est une association, puis les membres sont très importants aussi, parce que c'est une équipe. Mais seulement, selon vous, là, dans les plus beaux projets réalisés, ce serait quoi? Dans les plus beaux projets qu'on a réalisés, l'association, je crois qu'il y a la Frayère Adorée. OK, oui. Sur la rivière La Sarre. Ça, c'est en 97. Quand on parle de Frayère Adorée, expliquez-nous un peu c'est quoi. C'est quoi? C'est les poissons qui frayent du lac Abitibi, qui montent sur la rivière La Sarre pour frayer. OK. C'est qu'ils ne pouvaient pas traverser le barrage numéro 2. Ah, OK. Fait qu'ils pondaient en bas du barrage, mais c'était lavé par le courant. Les œufs étaient lavés par le courant. Donc, ça donnait rien, là, ça donnait rien. Ça fait qu'avec les biologistes, on avait un biologiste de Québec, M. Poirier. Okay. Avec l'association, on a fait un projet de faire un épi de roche dans la rivière pour couper le courant. On a mis 150 tonnes de roche. Tout à bras d'homme. Oh boy, OK. Fait qu'il faut le faire. Il faut le faire. Oui, sûrement. Il y a des photos pour prouver ça. Oui, sûrement, oui. Puis
c'est une journée ou deux de beaucoup d'ouvrages. Sûrement. On peut dire une fin de semaine complète. Une fin de semaine complète où on se donne Un peu juste à plus. ça. Oui, parce Exactement. qu'il faut la monter, les systèmes pour... Parce que la rivière n'était pas faite directement pour ça. Tu sais. Il y a un écart de rivière à le pouvoir numéro 2 OK. qui doit avoir 50 pieds de même. Ah, mon Dieu. OK. Fait que les camions dompent là, il faut arrêter la roche avant qu'elle tombe dans la rivière. On avait fait d'un barrage avec du bois, du 8 par 8. Mon Dieu. Puis on Ouais. avait fait comme un auge pour descendre la roche sur le ponton. On charriait ça avec un ponton. Mais, Un monsieur- ponton spécial, c'était le OK. ponton du lac Abitibi, OK, là, tu sais, du le lac balisage Abitibi. du lac Abitibi. Oui. Puis il y a un trou en avant, ça fait qu'on lâchait les roches, et ce que c'est que les biologistes nous disaient, pour faire un épi de roche, là. Pour faire un mur, autrement dit. Là. Non, c'était pas... Mettons, on a pris dans 5 pieds d'épais d'eau, on l'a monté assez haut de la surface de l'eau pour pouvoir marcher dessus. Ah oui. Ouais. Fait que ça a permis aux dorés d'aller frayer, puis que les œufs restaient là et n'ont pas Il été... restait entre les roches. Les biologistes, OK. à tous les printemps, c'est les biologistes de Rouen qui venaient. Ils mettaient, comme on pourrait dire, des screens, là, Oh oui, des boîtes, oh oui. Mhm. puis ils ramassaient des œufs pour voir comment c'est que ça faisait. Ah ça fait oui. que là, ils faisaient ça avec ça. Fait que c'est un projet qu'on a eu à cœur de le faire, Mais puis je comprends. on a travaillé. On a travaillé beaucoup là-dessus. Sûrement. Il y a un autre projet aussi qui a été réalisé sur votre gouverne, puis j'aimerais ça en parler, c'est le lac de la ville Orange 7 de la Sarre, ça c'est en 98. Oui. Ça aussi, c'est un C'est beau un projet. très gros Ah, projet. oui, oui. Hein. On a mis beaucoup d'argent là-dedans. Puis le gouvernement en a mis aussi un peu. La ville nous a aidés avec les camions, puis avec la machinerie qu'on avait besoin là-dessus. Mm-hmm. Ça, c'est un lac qui avait déjà servi à la ville pour prendre l'eau dedans. Ça OK. fait qu'on a fait des expertises avec les biologistes. À savoir si l'eau est Pour bonne, la à savoir qualité de l'eau. La qualité de l'eau, oui. Puis ils nous ont dit que c'était bon pour la truite. Ça fait qu'il marche en cours d'abord. Oui, exactement. Fait qu'on a défriché tout le tour du lac. On a fait 2 grands parkings. On a beaucoup de chars là. Mm-hmm. On a fait des quais pour les handicapés. Oui, j'ai Des- vu ça, c'est vraiment extraordinaire. Ah oui. Parce que, puis je suis content que vous disiez ça, parce que les handicapés, il faut en prendre soin, puis on doit devenir à C'est la du pêche. monde de eux notre aussi. société. Ben oui, puis on le doit aussi devenir à la pêche. eux autres. Fait que d'avoir pensé à eux autres, d'avoir aménagé des quais spéciaux pour eux autres, bravo, chapeau Puis les personnes âgées. aussi. Il y a beaucoup de personnes âgées qui Oui. viennent aussi, des autobus de personnes âgées Ah qui oui. viennent. Oui. Fait que les personnes âgées aussi, ils ne peuvent plus marcher du long des criques puis aller à la pêche. Là. C'est Tandis sûr. qu'ils s'en viennent là, ils peuvent emmener le chaise puis s'asseoir. puis Ah oui, pêcher à lui. C'est vraiment un beau projet, bien réalisé. Fête de la pêche 2 fois par année, ça c'est depuis 99. Il y a une pêche l'été et une pêche l'hiver. Ça Une aussi, pêche c'est- d'hiver. c'est La important. pêche d'hiver, on l'a fait au lac du Parquet. Au lac du Parquet, OK. C'est une affaire, c'est qu'on donne 50 parmi normalement l'hiver. Comme là, on a un en marche, là, OK. le monde a juste appelé, puis on prend les noms. Puis ça prend un autobus pour emmener les jeunes. Oui, parce que ce sont des jeunes là, qui... C'est des jeunes. On donne un permis qui est valide de l'hiver de 13 ans à la 18 ans. Les permis, on donne ça à chaque jeune. Ah oui, Oui. c'est vraiment On fantastique. leur donne aussi une brimballe à pêche d'hiver. Puis on les fait pêcher toute la journée. On passe des trous, ça prend des motoneiges, ça prend des Ah oui, autobus, c'est sûr, ça prend... perceuse, On monte etc., un chapiteau de l'association là. Hey, c'est toute une organisation, Ah ça. oui, c'est des organisations. Moi, chapeau à cette association-là, parce que réellement, c'est parce que là, vous prenez soin des personnes handicapées, vous prenez soin des personnes âgées, vous prenez soin des jeunes avec ces... Les jeunes, c'est notre élève. Ben oui, la exactement. relève. Vous avez jamais la dit relève, aussi vrai, parce que si on veut que l'association de chasse et pêche de la Sarre ou d'une association de chasse et pêche, si on veut qu'elle continue, bien, il faut avoir de la relève. Et la relève, elle est là. C'est ça. Puis il faut les intéresser, puis il faut leur montrer aussi c'est quoi que la pêche. Je te disais tantôt, les permis, on doit en avoir 1200 de donner à des jeunes. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui. Ça, c'est pas rien que pour la Sarre, là, c'est des jeunes de toute la région. De la région, c'est Macamé, Côtier, Partout aussi en bien que région. Nord-Métal, Fait que Beaucanton. ça, c'est important. Puis je pense qu'il y a eu une première québécoise aussi en 2007, développer une pouponnière pour truites. Ça, c'est Ça, on n'avait encore... pas beaucoup parlé. J'ai des photos aussi que je peux te montrer après. là. C'est que avec les biologistes, on avait un autre petit lac à côté OK. qui n'avait rien dedans. Ça fait qu'on a pris des expertises d'eau, encore avec les biologistes, pour pas essayer autant que possible de ne pas se casser le cou. Ben oui, exactement. Puis on a mis là-dedans 2000 truites
de 2-3 pouces. 2 ans après, on avait de la truite rendue à 11-12 pouces. Ah oui? Oui, j'ai des photos. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis, qu'est-ce que c'est qu'on a fait le printemps passé? C'est qu'on a pris des expertises d'eau sous la glace. Là, on s'aperçoit que l'oxygène dans l'eau sous la glace est pas tout à fait assez fort. C'est pas comme dans d'autres lacs. L'autre lac, il y a environ 5 de différence. OK. Ça fait que on ne sait pas si ça va faire une réussite ou pas. Mais si on fait une réussite, c'est parce qu'on pourrait, au lieu de payer environ 6 000 $ de truite par année pour ensemencer l'autre lac, c'est qu'on pourrait prendre de la truite pour emmener dans l'eau. C'est extraordinaire. Il reste presque plus de temps, monsieur. La Liberté, moi, je vous félicite pour ces 17 années. Puis vous allez sûrement rester dans l'association encore. On va rester dans l'association. Sûrement. Alors, merci beaucoup de votre présence à cette émission-là. Puis félicitations, puis on souhaite longue vie également à l'Association de chasse et pêche de la Sarre. Et on vous souhaite longue vie à vous également, monsieur La Liberté. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La crise forestière est loin d'être terminée. Y aura-t-il reprise ou, à tout le moins, une certaine reprise en 2010? Alors, pour nous en parler, je reçois le vice-président de Nord-Bord pour la région Nord, M. Jean Roy. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. M. Roy, dans mon intro, justement, je disais que est-ce que la crise forestière est loin d'être terminée? Est-ce qu'elle est loin d'être terminée? Et moi, si je vous demandais une comparaison entre, à ce moment ici de l'année, soit en février 2009 versus février 2010. Est-ce qu'il y a un recul sur la crise forestière? Est-ce qu'on stagne ou bien non? Si on avance lentement vers une résolution, vers une solution possible à la crise forestière au moment où l'on se parle? Si on prend un instantané aujourd'hui, je dirais qu'on stagne. On est à peu près au même point que l'an passé. OK. Par contre, on pense que l'année 2010 va marquer une amélioration de la situation. Pour faire un portrait rapide, les bonnes années, il y a 1 500 000, 1 600 000 mises en chantier résidentielles aux États-Unis. En 2008, on en a eu à peu près 800 000. En 2009, à peine 550 000. On pense qu'il va en avoir 700 000 cette année. Donc, un léger redressement, mais on est encore loin du total. Exactement. Ça va prendre quelques années. Le dollar. Il faut en parler parce qu'on sait que ceux qui suivent un peu là, le domaine financier, on sait que le dollar actuellement joue entre 93 sous à 95 environ. Tant que le dollar va se maintenir à un tel niveau, ça n'aide pas la crise forestière? C'est sûr que ça aide pas parce que pendant des années, on a évolué dans un contexte où le dollar était entre 75 et 85, 88 sous. Alors, ça nous aidait beaucoup. Je ne dis pas qu'on est devenu paresseux, mais c'était un boni toutes les fois qu'on vendait du bois du côté américain. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, ne sachant pas comment le dollar va évoluer à l'avenir, on entend toutes sortes de chiffres, je pense qu'il faut qu'on travaille sans relâche sur nos coûts, de façon à ce qu'à 85, 90, 95 sous, on soit quand même en mesure de générer des profits qui nous permettent de continuer. Ce soit rentable. C'est ça. Au moment où l'on se parle, M. Roy, vous avez dit, il y a quelques instants, que c'était habituellement, on jouait dans 73, 75, 78 sous environ. À 95, disons qu'il est là, au moment où l'on se parle, ou environ, là, la rentabilité, est-ce qu'elle est là, au moment où l'on se parle? Une certaine rentabilité, du moins. Bon, pour l'ensemble de l'industrie forestière québécoise, je pense qu'on est près de la rentabilité. On y est peut-être pas, encore une fois, collectivement, tout le monde. Dans le cas de nos usines, plus particulièrement, on est capable, selon certains scénarios, de générer des revenus avec $1 à 95 sous. Si on parlait maintenant, M. Roy, de la situation de vos deux usines en région, d'abord celle de la Sarre et celle de Val-d'Or, qui emploie au-delà de 250 employés au total. Au moment où l'on se parle, on est le 16 février. La situation de ces deux usines-là, c'est quoi? On sort d'une année où on n'a pas perdu d'argent.
Vous êtes une des rares. Ce qui est déjà bien, je oui, pense. exactement, Alors, oui. on va donner le crédit à nos travailleurs et à nos fournisseurs. Cette année, on anticipe une année légèrement supérieure en termes de résultats. On est aidé par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les mises en chantier. On pense que les mises en chantier vont nous aider sur la fin de l'année, mais à ce moment-ci, on opère à pleine capacité. Ah oui? Depuis 3 semaines, 1 mois, puis on pense que ça va durer jusqu'à l'été parce que le sud des États-Unis est frappé par une météo complètement rocambolesque. Rocambolesque, merci. Oui. Ils ont eu de la neige hier au Texas, en Caroline du terrible. Sud. Il pleut à tous les 2 jours en moyenne dans le sud-est des États-Unis. Puis là, on parle d'1 à 2 pouces de pluie par jour. Oui. Donc, beaucoup d'usines là-bas manquent de bois. Ce qui fait que même si le prix ne monte pas beaucoup, la demande doit se tourner vers les usines qui restent, puis qui ont des approvisionnements, puis Dieu merci, on en fait partie. Alors, nos usines virent à pleine capacité maintenant, ce qui n'était pas ce qu'on prévoyait il y a à peine 3-4 mois. Okay. C'est relié à la température, tant mieux, pour une fois de notre bord. Oui. Et on pense ensuite que la saisonnalité de la demande, ça construit le printemps puis l'été, va nous aider à continuer là à temps plein. J'ose espérer, en tout cas, au moins là, les 7-8 premiers mois de l'année. Une question, M. Roy, parce que lorsque l'on est dans une crise forestière, comme on traverse depuis presque 2 ans maintenant, c'est sûr que les usines, que ce soit Tembec, Norbord, Bowater, on peut toutes les nommer, est-ce que c'est important pour vous autres d'avoir l'appui des travailleurs et l'appui des syndicats? Et est-ce que vous les avez? Chaque compagnie a sa philosophie. Vous avez vu, sans que je nomme personne, des compagnies qui ont rouvert des conventions collectives dans le cours de la convention. Oui. C'est pas la façon de faire chez nous. On prend pour acquis que quand on signe un contrat avec nos employés, on est content de le signer. On va le respecter. Oui. C'est sûr que des fois, ça pose des défis particuliers. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé à Val-d'Or en 2008, je pense, et à La Sarre en 2009, des contrats de travail qui demandaient des efforts à nos employés, comme à l'entreprise, et on a signé ça, et les contrats ont été acceptés. C'est des contrats à long terme à part ça. Ils ont été acceptés là par une très, très forte majorité de travailleurs. Alors, nous, on aime travailler avec nos employés, puis évidemment, par ricochet avec le syndicat. Oui, exactement. On aime qu'ils comprennent nos défis, on aime qu'ils comprennent les éléments qui peuvent nous permettre de sortir de la crise. Quand ils peuvent contribuer, on leur demande s'ils veulent bien le faire, puis généralement, ça va assez bien. C'est donc dire qu'au point de vue syndical et au point de vue des travailleurs, l'entente, on se coordonne, on marche dans la même direction, dans le même sentier, si on veut, puis on sait que la crise forestière, bien, on veut la traverser, mais seul, on ne peut pas. Ça prend l'accord de tout le monde, puis je pense que vous l'avez chez Norbord. Ouais, on est chanceux de l'avoir, tu sais, puis mais c'est jamais acquis. La compagnie n'est pas parfaite, on peut s'enfarger. Il y a des fois aussi que le syndicat peut interpréter certaines clauses de la convention d'une façon différente. L'important, c'est de garder un dialogue ouvert. C'est ça. Ce serait une grave erreur de se parler une fois aux 5 ans quand vient le temps de négocier. Donc, on essaie de faire ça. Puis, je pense, en tout cas, si je prends la réponse de nos travailleurs aux offres qu'on a faites, et à Val-d'Or et à La Sarre, je pense que les travailleurs le comprennent, l'acceptent, et je pense qu'on évolue tout le monde assez bien là-dedans. Et vous avez jamais dit aussi vrai, M. Roy, que c'est pas bon de se parler une fois par 4 ou 5 ans lorsque la convention se termine. Bien là, on va s'asseoir puis on va se parler. C'est de se parler à l'année, autrement dit. Vous avez fait des fermetures temporaires et c'est tout à fait normal. Des autres usines également en ont fait, des autres entreprises en ont fait. Mais les 2 principales raisons de ces fermetures temporaires, est-ce qu'on peut dire que c'est sûrement la faible demande pour le produit du panneau, qui était en baisse beaucoup, puis le fameux ralentissement saisonnier dans le secteur de la construction aux États-Unis que vous avez parlé aussi tantôt. C'est un peu les deux forces majeures qui vous ont poussé à faire des arrêts temporaires? C'est strictement la baisse des mises en chantier aux États-Unis. Okay. On fait beaucoup de produits industriels à La Sarre et à Val-d'Or, puis on aime ça s'en vanter à part ça. Mais tôt ou tard, ces produits-là se retrouvent quand même quelque part dans les édifices. Donc, on a commencé des fermetures sporadiques en février 2008.
Et on a maintenu ça jusqu'à tout récemment. J'expliquais tantôt pourquoi maintenant on est à temps plein. On pense que c'était la bonne stratégie. Ça nous a permis de garder tous nos travailleurs à l'emploi. C'est sûr qu'ils ne travaillaient pas 52 semaines par année, mais on n'a pas mis à pied de faction de travail complète. On n'a pas fermé une des deux usines. On a gardé tout notre monde. Je pense que ça nous met dans une situation intéressante parce qu'on peut, lorsque la demande se présente, comme c'est le cas maintenant, opérer à temps plein à très peu de préavis. On n'a personne à rappeler. Tous les gens sont là. Les gens sont là. Et l'autre élément que ça nous permet de faire, c'est que ça nous a permis, en travaillant à un rythme plus lent, une semaine sur deux, grosso modo, de mieux comprendre le procédé, mieux comprendre les usines. Et je pense qu'on va sortir de la crise pas mal plus fort qu'on était. Parce qu'on a gardé notre monde, parce qu'on a appris durant la crise. Et j'oserais même dire que on a réussi à renforcer notre équipe durant la crise. Est-ce que, quand on regarde tout ça, M. Roy, et ce n'est pas gênant de le dire non plus, vous êtes probablement une des seules entreprises, ou peut-être la seule entreprise à avoir jusqu'ici traversé cette crise forestière-là sans de fermeture définitive et sans surtout avoir eu à faire des mises à pied massives chez vous. Je ne sais pas si on est une des seules. Faut reconnaître qu'on a fait des fermetures. Oui, depuis 2 ans, les gens travaillent à peu près 60% de leur temps. Mais on a gardé tout le monde, comme je disais tantôt. Je pense qu'une des raisons qui fait qu'on a réussi à faire ça, en fait, il y en a 3 principales. Un, on a travaillé pendant des années à la Sarre et à Val-d'Or à faire des produits différents, des produits à valeur ajoutée. Et le crédit en revient à ceux qui ont développé ces produits-là il y a 8, 10, 15 ans. Deuxième élément, c'est qu'avant la crise, parce qu'on sait que notre industrie est cyclique, hein, il y a des bonnes années puis il y en a des mauvaises. Exactement, oui, c'est sûr. Mes anciens patrons disaient qu'il y en a des mauvaises puis il y en a des bonnes. Bon. Bref, on savait qu'il y aurait une crise tôt ou tard. On a travaillé très fort en 2005, 2006, 2007 à réduire nos coûts. Et troisièmement, les travailleurs ont embarqué. Et ça fait qu'on a pu prendre la stratégie qu'on a prise. On n'était pas sûr que c'était la bonne, mais on pensait que c'était la façon. Puis je pense, vous avez dit tantôt, vous allez probablement sortir de la crise. On va sortir de la crise. Dans ma tête, c'est réglé, c'est passé. Moi, je pense déjà à 2011, 2012. Oui, non, mais c'est bien aussi, c'est bien. Oui. Donc, ça marchait. Mais c'est un effort non seulement durant la crise, mais c'est une préparation adéquate là, dans les années qui ont précédé. Vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais revenir sur un sujet, M. Roy, c'est que pour Norbord, les 2 usines devraient opérer à 60% du temps. C'est à peu près ce que vous avez dit aussi. C'était là, le scénario pour cette année. C'est ça. Au cours des 5 ou 6 prochains mois, c'est un peu comme c'était en 2009. Alors, quand vous parlez pour les 5 ou 6 prochains mois, est-ce que vous envisagez une reprise dans peut-être le 3e trimestre de 2010? Oui. Ce qu'on voyait cette année, clairement, c'était une répétition de 2009, à savoir un scénario d'opération à peu près à 2/3 du temps. Ce qui fait qu'on marche à temps plein, je l'ai dit tantôt, c'est le fait qu'ailleurs, dans d'autres régions d'Amérique du Nord, il y a des usines qui manquent de bois rond. Ça nous permet, nous, de produire plus puis d'écouler nos produits. On voyait à l'origine une reprise des mises en chantier dans le 2e trimestre, 3e trimestre de 2010. On pense que ça va être là aussi. La question, là, pour moi, dans ma tête aujourd'hui, c'est le 4e trimestre. Est-ce qu'on va être en mesure d'opérer à temps plein ou on va revenir pour quelques semaines ou quelques mois à un scénario d'opération, là, 60-40 ou 50-50? Ça, je n'ai pas de réponse encore, mais à date, à cause de la météo qui affecte nos usines et nos compétiteurs ailleurs, 2010 est mieux que 2009. C'est quoi, M. Roy, les principaux indices qui permettraient de dire que la crise, sans qu'elle soit terminée à 100%, elle est terminée à 80%, disons? C'est quoi les principaux indices? Tout le monde a ses indices et ses formules. Nous autres, ce qu'on regarde, c'est le taux de chômage aux États-Unis. OK. C'est le nombre de reprises de maisons par les banques. La crise qu'on vit là, elle aura duré, à terme, 5 ou 6 ans. C'est exceptionnel. D'habitude, c'est 18 mois. Et la raison pourquoi c'est exceptionnel, c'est que c'est une crise qui a été amplifiée par les problèmes du système bancaire américain. Alors, les banques ont fait aux États-Unis des prêts hypothécaires complètement farfelus. Oui. Aujourd'hui, ils payent le prix, ils ramassent des actifs qu'ils vont revendre. Alors, tout ça fait que la reprise,
Puis là, quand je parle de reprise, je parle de construction de maisons neuves et retardée de plusieurs années. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup trop à vendre. C'est ça. Ça fait que nous, ce qu'on regarde avant de dire, là, c'est vrai, on est reparti, c'est le taux de chômage aux États-Unis, parce que les gens qui travaillent pas sont peu enclins à acheter une maison. Et deuxièmement, le nombre de reprises par les banques. Ça sera pas gelé en 2010, dans les deux cas. Donc, il va y avoir une certaine reprise. Peut-être parce que 2009 a été une année plus cruelle qu'elle aurait dû être logiquement, mais des fois on réagit trop quand il y a des phénomènes qui nous affectent. Donc 2010, mieux que 2009, mais on est loin d'une reprise solide encore. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on pourrait dire que Norbord et l'industrie forestière en général visent 2011? C'est leur visée 2011. Je pense qu'en 2011, on va pouvoir asseoir nos projets, nos plans sur des éléments concrets de reprise. 2010, c'est encore un petit peu circonstanciel. Ça ne prendra pas grand-chose pour que le taux de chômage se maintienne à 10 % aux États-Unis. Ça ne prendra pas grand-chose pour que les reprises de résidences ou de maisons par les banques s'accélèrent. Donc, tu sais, on pense que ça va être mieux que l'an passé, mais il n'y a pas de, en tout cas, selon ce que nous, on regarde, on ne voit pas de signe clair que là, c'est reparti pour de bon. Ça pourrait retomber encore. Ça pourrait retomber encore. On dit que vous désirez expérimenter d'autres types de résines pour la production de panneaux à vos deux usines. Quel serait ce type de résine et quels en seraient les avantages pour Norbord? Bon, c'est un type de résine qui n'est pas à base de formaldéhyde. C'est des usines qui sont utilisées largement dans l'industrie. Norbord en utilise en Europe. Alors, c'est pas quelque chose qu'on vient de créer. C'est pas nouveau, OK. Non, c'est ça. On a des compétiteurs qui l'utilisent au Canada et aux États-Unis. Norbord l'a utilisé aussi en Amérique du Nord dans une usine de poutrelles qu'on avait au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une résine qui présente certains avantages, notamment d'être plus permissive, si vous me passez l'expression, au niveau de l'humidité du bois. Alors, on peut en coller des panneaux dont les gaufres sont un petit peu plus humides que ce qu'on tolère normalement, ou ce que la résine actuelle tolère normalement. Okay. Alors, ça amène toutes sortes d'avantages indirects. Si, par exemple, comme c'est le cas à la Sarre, les séchoirs sont un facteur qui limite la production, une résine comme ça nous permet de sécher un peu moins, mais de faire quand même des bons panneaux. Donc, ça nous permet d'augmenter un petit peu la production. Quand on échappe un petit peu le procédé, c'est une usine qui va quand même permettre aux panneaux de se qualifier, de rencontrer les critères de qualité qui nous sont imposés. Donc, on regarde ça. C'est pas, encore une fois, une invention récente. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment regardé parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Mais on pense qu'à ce moment-ci, c'est pertinent de le faire. Puis d'être prêt, surtout quand la reprise va arriver. OK. Monsieur Roy, en terminant, il reste à peine une minute. On parle du bois abitibien en Haïti pour faire des abris temporaires. C'est quoi exactement? Suite au désastre en Haïti, notre président a dit qu'on donnerait un bateau de bois. Un bateau, c'est beaucoup de bois. C'est beaucoup de bois, c'est l'équivalent d'une semaine de production à la Sarre, plus ou moins. Bon, facile à dire, pas facile à faire, parce que vous voyez ce qui se passe là-bas, l'aide même alimentaire a de la misère à s'acheminer. Donc, plutôt que d'envoyer un bateau de bois puis voir les panneaux servir à faire des feux pour de la cuisson, on préfère s'organiser dans un contexte où d'autres gens avec nous vont travailler à faire des résidences soit temporaires ou soit semi-permanentes, on verra, pour acheminer ces dons-là. Mais c'est une chose qui va se produire, ça, là où il y aura... On l'espère. Nous, on est prêts. Okay. Et on connaît d'autres gens qui sont prêts. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec facilite le processus. Mais il faut quand même traiter avec la Défense nationale, avec les organismes. C'est un gros dossier. Bon, c'est pas un gros dossier, mais c'est un dossier qui est complexe. OK. Ouais. Monsieur Roy, merci infiniment. Puis, c'est toujours intéressant de vous recevoir parce qu'avec vous, on a l'heure juste sur la crise forestière. C'est vraiment très intéressant et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.